Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui. Je m'appelle Christophe Vautet, je suis responsable du projet System Lab au CEA WiseSpot à Grenoble, qui est une plateforme d'innovation ouverte du CEA. System Lab est une initiative qui a été portée par l'Institut de recherche technologique NanoElec, dont ST et l'INRED et Professi font partie, qui sont des fabricants de capteurs que vous verrez. Et le but de cette plateforme est vraiment de faciliter l'accès de nouvelles technologies électroniques pour tout le monde. En fait. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ça va? Un peu plus haut? Je ne suis pas un spécialiste pour l'instant. Deux ou trois petits points pour commencer. On va aborder quelques notions. Est-ce que vous savez ce qu'est un imageur déjà? Un peu? Non? Pas trop? Parfait. En fait, c'est un composant électronique qui est capable de détecter des photons qui arrivent sur une matrice de pixels. Alors comme ça a l'air compliqué, mais en fait pas tant que ça. L'idée, c'est qu'en fonction de la technologie qui est mise en œuvre au niveau de l'électronique, vous n'allez pas capter la même chose entre du visible, de l'infrarouge, et voilà. En couplant ce composant avec un système optique en amont et un système de traitement en aval, vous pouvez générer une image. D'accord ? Dans les slides suivants, je vais vous présenter quelques imageurs assez courants dont on pense qu'ils ont vraiment de l'intérêt pour l'industrie. Alors, celui qu'on connaît le plus, vous en avez tous en fait sur votre téléphone portable, c'est les imageurs visibles. Donc, le point d'attention par contre, c'est qu'il y en a plusieurs types. Vous devez choisir l'imageur en fonction de l'application que vous visez. Et ce n'est pas obligatoirement en multipliant le nombre de pixels que vous allez avoir des meilleures images. On va prendre un exemple tout simple. Les imageurs standards, c'est ce qu'on appelle des rolling shutters. Alors c'est un point technique, mais grosso modo, l'idée c'est que vous prenez chaque ligne, l'une à une, et vous les assemblez une à une. Alors, un des petits soucis, c'est que quand vous faites ça, s'il y a un mouvement devant en même temps, vous avez des déformations qui sont véritablement problématiques. Donc c'est typiquement ce qu'on voit ici, sur le ventilo. Vous allez avoir quelque chose de complètement déformé, ou ici, sur les pales des hélices. Donc, si vous devez traiter avec des objets en mouvement, il faut absolument utiliser une autre technologie qui s'appelle Global Shutter. Et dans ce cadre-là, l'ensemble des lignes est prise d'un coup, et le traitement en fait est fait au fur et à mesure. Donc dans ce cadre-là, vous n'avez plus de déformation. Et l'image, même dans le cas d'un mouvement, elle est très bien rendue. Alors d'autres types d'imageurs qui existent, c'est quand on tape sur les capteurs infrarouges. Alors les capteurs infrarouges, vous en avez plusieurs types. Il y a un premier type qui est jusqu'à ce qu'on appelle 1 micron donc de longueur d'onde. C'est des technologies qui sont très comparables aux imageurs visibles et donc qui sont implémentées parfois même en même temps que l'imageur visible. Un deuxième type de capteur qui lui est plus complexe, qui utilise des longueurs d'onde entre 1 et 2,7 microns, c'est ce qu'on appelle les shortwave infrared, donc les infrarouges courts. Et ces infrarouges sont présents naturellement dans la lumière naturelle. Oups, je suis allé un peu trop vite, excusez-moi. Ils sont aussi générés quand vous avez une pièce qui est à environ 100 degrés et un peu plus, donc vous allez avoir de l'émission aussi d'infrarouge. Donc ça peut être très intéressant parce que cet infrarouge proche, il passe à travers le silicium. Par contre, il capture très très bien l'eau. Il va différencier de l'eau avec d'autres liquides organiques. Donc il est très utilisé, ou il peut être utilisé dans des applications de contrôle, de tri. Ou aussi pour des applications nocturnes, parce que même dans le ciel nocturne, vous avez en fait de l'infrarouge shortwave qui est disponible, et donc vous allez assez bien voir de nuit. Et il y a une troisième application qui est très appréciée par certains militaires, c'est qu'on peut voir à travers le brouillard. Alors, le troisième type de capteurs infrarouges, c'est les capteurs LUIR ou ce qu'on appelle infrarouge lointain.
Alors, vous avez ici des images. C'est très clairement ce qu'on appelle des images thermiques parce que tous les objets qui sont chauffés vont émettre des infrarouges dans ces longueurs d'onde. Et la longueur d'onde va être en relation avec la température. Donc, en utilisant ce type de capteur, vous allez faire une cartographie de la température de votre scène. Et un truc aussi assez intéressant, c'est que ce n'est pas perturbé par le rayonnement solaire. Donc, une image de nuit et une image de jour sera comparable. Alors, ça, c'est des capteurs on les connaît, ou en tout cas, on en a déjà vu. Par contre, il y a des trucs qui sont un peu plus fun. C'est ce qu'on appelle les nouveaux types de capteurs qu'on appelle les capteurs événementiels, ou event-based, si on veut parler anglais. Caméra neuromorphique, si on veut se la péter un peu. Ce sont des capteurs en fait, qui réagissent uniquement aux changements locaux de luminosité dans le visible. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais il y a une différence technique très importante en fait, par rapport aux capteurs qu'on a présentés précédemment. C'est la notion de fréquence de rafraîchissement. Dans les imageurs classiques, comme on a vu auparavant, on collecte en fait les images selon une fréquence fixe. C'est ce qu'on appelle la fréquence qui se mesure en images par seconde ou frame per second. Donc vous voyez des fois dans les capteurs des FPS. Donc si vous avez 30 FPS, c'est 30 images par seconde. La caméra que je présente ici, elle ne marche pas comme ça en fait. En fait, chaque pixel s'active s'il voit quelque chose et envoie l'information. Donc il n'y a plus de notion de fréquence. Et même si on veut raisonner plus loin, on n'est pas obligé de recréer une image pour utiliser ce capteur. Parce que l'information, en fait, est déjà présente. C'est-à-dire que dans cette image-là, à ce point-là, il y a eu un changement. Donc ce type d'application, les types d'applications qu'on voit, c'est sur le contrôle, c'est sur les caméras ultra rapides, c'est pour les choses où on doit reconstruire en fait un mouvement aussi. Ça peut être très intéressant pour ça. C'est une technologie qui est récente et beaucoup de gens s'intéressent à ces technologies. Elle est un petit peu complexe à maîtriser par contre. Dernier capteur, alors on est à la limite de l'imageur là. C'est ce qu'on appelle le capteur temps de vol ou time of flight. Alors le principe, on est plutôt dans ce qu'on appelle des capteurs actifs. Donc le principe, on illumine avec un laser infrarouge la scène et on mesure soit le temps qui est nécessaire pour le retour en fait de cette lumière infrarouge au niveau des capteurs, soit on regarde le changement de phase qui a été induit par les objets en face. Et avec des algorithmes relativement péchus, on arrive à retrouver la distance des objets qui sont sur la scène. Donc vous créez une cartographie des distances. Et là, très clairement, ce type d'objets sont utilisés en robotique, sont utilisés pour améliorer la sécurité, sont utilisés pour les tout petits capteurs aussi de vos téléphones portables qui sont en amont pour détecter les gens ou même vous reconnaître, c'est des time of flight aussi. Donc c'est très utile pour ce genre d'application. Alors, c'est bien, on a plein d'images, on a même des vidéos, mais maintenant, il faut en extraire les informations. Et ce n'est pas obligatoirement facile, parce que pour les applications industrielles, on peut avoir parfois une personne qui a été entraînée et qui va reconnaître, on va dire, des patterns, des choses qui va dire là c'est bon, ça c'est pas bon, ou ça c'est trop gros, ça c'est trop petit. Ok, c'est un peu old school. Maintenant, vous avez la possibilité éventuellement d'intégrer une intelligence artificielle qui va automatiser cette analyse, mais il faut faire un entraînement. Donc il faut l'entraîner, il faut qu'elle apprenne, ce genre de choses. On peut aussi détecter et reconnaître des objets avec cette intelligence artificielle. C'est ce qu'on voit en fait sur la photo de droite, où vous avez en fait une rue où on arrive à reconnaître les gens, les voitures, les vélos, les sacs à dos, ce genre de choses. Il y a un deuxième point, c'est que sur certaines images, vous n'avez pas l'information, elle n'est pas très visible. Donc il faut la traiter. Il faut faire un traitement d'image dédié pour faire ressortir les informations que vous pouvez derrière même caractériser, voire dimensionner. Donc c'est ce qu'on voit sur la voie de gauche, qui est sur une carotte en fait, qui est géologique, où le traitement d'image permet de faire apparaître les différentes inclusions et même de les dimensionner. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez compliqué à faire.
Donc, on va dire, la maîtrise de ces capteurs et la maîtrise des traitements qui sont derrière, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe. Et si vous voulez en plus en maîtriser plusieurs, là, on commence à aller vraiment dans le dur. Alors, on va revenir un peu, on va vous parler de System Lab, parce qu'on est quand même un peu là pour ça. Cette plateforme, en fait, elle a été développée dans le but de faciliter l'exploration de nouvelles applications à base d'imageurs. Elle permet d'utiliser en simultané un imageur visible Global Shutter, un imageur infrarouge proche, un imageur infrarouge lointain, une caméra événementielle et un TOF. On vous montrera juste après, elle est en route, on ne vous filme pas, hein, vous inquiétez pas, mais on vous montrera un peu ce que ça donne. Donc, ce qui est bien, c'est le mot simultané. Parce que, en fait, si vous voulez faire des vidéos, il faut que toutes les images soient faites en même temps. Donc, vous avez une notion de synchronisation temporelle. Et un deuxième point, vous devez aussi avoir la même scène qui est filmée et de savoir quel objet est représenté à quel endroit, sur quelle image. Ça, c'est ce qu'on appelle la cohérence spatiale. Et ça, c'est aussi une complexité supplémentaire de l'utilisation du multicapteur. Donc, tous ces capteurs dont on va parler, ils ont été fournis justement via les partenaires de l'IRT Nanoelec. Ils sont récents. Et en plus, on les met à jour très régulièrement. Donc, tous les nouveaux capteurs, on essaye de les récupérer, de les intégrer dans notre plateforme. On a aussi un système de fixation mécanique qui est flexible et modulaire. Donc ça permet de déplacer la plateforme ou d'utiliser dans des endroits un peu compliqués. Et l'ensemble, en fait, a été connecté avec un système informatique qui permet de récupérer les informations ensemble. Et troisième point, on ne la voit pas ici, mais il y a une carte électronique qui permet de les piloter pour être sûr qu'en fait, vous assurez la synchronisation temporelle dont on a parlé avant. Alors, imaginons, vous avez une super idée, vous vous dites « Ah ouais, j'ai bien envie de tester quand même un capteur SWIR, un capteur Event. Je pense que ça va m'amener une solution pour mon problème industriel. » Alors, il y a une première façon. Vous devez aller chercher les imageurs, les caméras, chez chaque fournisseur. Vous devez les implémenter. Vous devez les faire tourner sur le PC, vous devez les implémenter aussi au niveau mécanique, sachant que certains sont un petit peu plus complexes que d'autres. Les capteurs thermiques, il faut éviter qu'ils chauffent, c'est un principe quand même. Derrière, vous devez travailler sur l'acquisition d'images, le traitement, pour détecter le phénomène que vous recherchez. Pour peu que vous en ayez besoin de 2 ou 3 capteurs en même temps, il faut en plus faire la cohérence spatiale et la synchronisation temporelle. Donc là, on imagine le travail qui est nécessaire derrière pour faire ce genre de choses et les compétences qui sont parfois très particulières qu'il faut avoir à la maison, on va dire, pour pouvoir faire ça. Et c'est là, en fait, que notre offre de service arrive, parce qu'en fait, on vous propose une approche flexible qu'on adapte à votre besoin. L'idée, c'est que dans un premier temps, on discute avec les experts en interne, on définit le cas d'usage, on précise le besoin et on va même définir les tests qu'on peut faire avec la plateforme. Si ce n'est pas faisable, on le sait tout de suite. C'est l'avantage. Et si c'est peut-être faisable, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir le tester. Donc, l'ensemble des essais, en fait, après un petit contrat habituel qu'on fait avec le CEA, ils sont faits soit chez nous au CEA, soit directement chez vous, si c'est le plus adapté. Si vous avez une manip qu'on ne peut pas déplacer, c'est vrai que c'est peut-être mieux qu'on puisse venir chez vous, quoi. Donc, l'ensemble de ces essais permet de faire un rapport. On récupère toutes les captations, on vous les partage, et on propose éventuellement des recommandations pour que, dans le cadre de votre application, vous puissiez avancer. Si on vous dit, on a fait des essais, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de prendre ce capteur, mais avec cette optique. Mais par contre, faites attention parce que si, ça et ça. Ça, c'est aussi notre travail de vous fournir ces recommandations. Donc, l'idée, c'est de vous économiser du temps et des ressources pour tester les capteurs. Ce que j'appelle une sorte de preuve de concept.
À partir du moment où vous avez quelque chose qui est prouvé, ben on peut passer sur une étape supérieure, pas obligatoirement avec nous, mais éventuellement avec les fournisseurs de capteurs ou avec des partenaires comme Captronic. Alors, on a plein de domaines d'application auxquels on a pensé. Le contrôle qualité qui intéresse beaucoup l'industrie, le transport, la sécurité, la robotique, le sport, la santé, l'agriculture, l'environnement. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Et surtout, on a un petit souci, c'est qu'on est lié avec des accords de confidentialité. Donc, on ne va pas pouvoir parler de beaucoup de choses qu'on a fait. Donc, on a réussi à en avoir un, parce qu'en fait, on l'a fait, on a discuté avec les personnes, et c'est plutôt dans le sport. On a travaillé, en fait, la semaine dernière, dans le cadre d'une association qui travaille sur l'amélioration de la performance. Donc, on a proposé d'explorer lors d'une séance d'entraînement ce qu'on pouvait capter avec l'ensemble des caméras. Alors, là où on met en évidence sur la vidéo en haut, c'est le chauffage qui est généré par le freinage sur le disque. Vous voyez, en fait, il y a une pièce qui commence à chauffer. C'est le freinage. D'accord ? On pense voir aussi d'autres choses. On est en train d'explorer les datas, mais il y a encore autre chose. On voit aussi au niveau physiologique l'évolution de la température musculaire lors de l'entraînement. Et ça ouvre peut-être des perspectives, on y réfléchit. Et puis, il y a des choses qu'on a vues et on ne sait même pas ce que c'est, soyons clairs. Donc, on est en train de travailler dessus. Vous voyez un peu l'effet marbré que vous avez sur les bras du cycliste. Eh bien, nous, on ne sait pas ce que c'est. Mais ça peut peut-être avoir un intérêt. Donc, on est vraiment sur l'exploratoire. Donc, j'espère que je vous ai fait un peu envie, en fait. Je vais attiser votre curiosité, que vous avez peut-être un intérêt. Si c'est le cas, ben, venez nous voir. Si ce n'est pas le cas, je vais faire un deuxième essai en vous mettant avec Sébastien qui est à côté. On va vous faire une démo en live. Donc Sébastien Martin, je suis un peu responsable technique de cette plateforme. Ah oui, à ce point-là, oui, pardon. Autant pour moi. Du coup, je suis un peu perdu avec la résolution de l'écran. Autant pour moi, je vais finir par y arriver. C'est parti. Donc je vais reprendre. Excusez-moi, je ne vais pas y arriver. Je vais reprendre ce que vous a présenté Christophe, mais de manière plus concrète. À savoir que là, ce que vous êtes en train de voir à l'écran, c'est les images fournies par toutes les caméras qui sont devant vous et qui sont en train de vous filmer entre guillemets, sachant que ce n'était pas enregistré, on est bien d'accord. Donc voilà, et pas de jaloux. Si vous voulez, je peux aller filmer un petit peu là-bas éventuellement, parce que vous n'êtes pas concerné. Donc ce que je vais essayer de faire, si on voit ma souris à ce niveau-là, c'est que je vais remonter les longueurs d'onde du visible vers l'infrarouge. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu, l'idée c'est de parcourir un peu le spectre. Donc, pardon. Alors à ce niveau-là, ici on a une image visible classique au sens de ce qu'il y a dans vos téléphones portables habituellement. Donc c'est un capteur qui se veut dit donc global shutter, comme ce qu'a dit Christophe tout à l'heure, donc qui évite les déformations à la prise d'image. Donc si je mets quelque chose de rapide devant, il ne sera jamais déformé. Donc ce capteur-là, il nous fournit une image qu'on a l'impression qui est classique pour vous, mais qui n'est pas si évidente à avoir comme ça de manière nette. Ce même capteur, donc qui se veut couleur, à côté, il y a une composante infrarouge proche, au sens des télécommandes que vous utilisez pour vos appareils. Donc cette image-là vous renvoie une information sur ce qui se passe au niveau de l'infrarouge proche, donc jusqu'à 1 micromètre pour ceux à qui ça parlerait. Voilà. Juste en dessous, c'est le capteur dit événementiel. Donc en fait, où ici, vous n'avez pas vraiment une image, vous avez l'image des variations d'intensité qui sont situées dans la scène. Donc là, si on bouge la table, on voit au niveau du pixel le flux qui arrive de lumière, donc visible aussi à ce niveau-là. Eh bien, il change. Par contre, si je bouge plus, on voit que les personnes qui bougent derrière. Ou éventuellement les variations de luminosité qui viennent de l'extérieur, parce que là on est éclairé et par l'extérieur et par l'intérieur, et si je change certains paramètres, je vais aller voir le 50 Hz qui bouge de la lumière, ou alors en modifiant des paramètres, je les retire et je suis plus sensible à ça. Donc, pardon, excusez-moi.
Je peux pas, moi, je vais l'avaler là. Ouais. Non. Autant pour moi. C'est horrible. Donc à ce niveau-là, on est là. Donc ici, dans la gamme, je continue à remonter les longueurs d'onde, hein, mais là, on est toujours dans la gamme infrarouge proche à ce niveau-là. Donc ça, c'est le capteur qui permet d'estimer les profondeurs. Donc ici, il est faiblement résolu, c'est un 8 par 8 pixels. Mais c'est donc un système où le laser qui permet d'émettre l'impulsion lumineuse est intégré au module. Donc en fait, on vient voir jusqu'à 4 mètres. Donc ici, c'est pas très. En fait, je peux pas vous voir. Voilà. Mais si je mets ma main devant, on va avoir une image de la distance jusqu'à ce que je puisse pas étendre ma main jusque là. Mais vous, ça marchera pas parce que vous êtes au-delà de 4 mètres. Voilà. Et ça utilise des longueurs d'onde de l'ordre de 900 nanomètres. Donc c'est entre le visible et l'infrarouge tel qu'on l'entend nous. Voilà. Après, si on remonte encore un petit peu, on a la gamme d'Itzwear. Donc en fait là, ça devient d'autres types de capteurs. Donc c'est ici. Donc celui-ci, typiquement, en fait ici vous avez une bouteille d'eau où en fait on voit à travers, il y a de l'eau dedans et de l'eau et pas de l'eau. Donc en fait, si je m'amuse à la mettre devant, si j'arrive à viser, ben là elle s'est arrêtée. Hop, je vais la remettre. Attends pour moi. Si elle veut bien. Hop. Ben voilà. L'effet démo, ça marche plus. Bon, j'essaierai de la redémarrer juste après. Donc c'est en fait, en gros cette gamme-là, typiquement, si ça marche, mais là ça s'est arrêté, je suis désolé. En gros, on voit à travers. Là, vous voyez à travers. La caméra, elle ne verra pas la partie où il y a l'eau. Elle verra pas ma main à travers. Donc en gros, le rayonnement, il est absorbé par l'eau. Et du coup, ça a tout un tas d'applications qui permettent typiquement de voir à travers une pomme ce qui a été montré ou pas, si elle a été tapée ou pas, parce qu'il y a plus de liquide à ce niveau-là. Et en fait, ils peuvent faire du tri à ce niveau-là. C'est typiquement ce type d'application. Donc en fait, suivant les longueurs d'onde, c'est plus ou moins transparent ou plus ou moins absorbant. Tel et tel type de matériau est plus ou moins absorbant ou réfléchissant en fonction des longueurs d'onde. C'est là où on arrive à voir la différence. Typiquement, là aussi, ça peut être utilisé pour voir le niveau de remplissage de bouteille, mais de manière très très simple. Que la bouteille soit opaque ou pas. Ce genre d'application. Mais là, je suis désolé, ça ne veut pas redémarrer. Ouais, bon. Et donc la dernière, ici, là, c'est de l'infrarouge dit thermique. Donc là, c'est vous qui êtes émetteur de lumière. Donc en fait, on voit votre température. Donc à ce niveau-là, bon, on voit que votre tête émet plus de température que votre corps, mais en fait, en même temps, quand vous êtes habillé, bah, vous voyez bien que, en gros, ça fait résistance thermique quelque part, et du coup, vous gardez votre chaleur pour vous. On voit aussi pour les personnes qui ont des lunettes que, en fait, on voit pas à travers le verre. Alors, typiquement, ça c'est une chose aussi qui n'est pas forcément évidente. Par contre, on voit à travers une tranche de silicium. Une plaque de silicium est complètement transparente dans ces longueurs d'onde-là, donc on voit à travers. Donc en gros, avec ça, on peut discriminer différents types de matériaux de manière automatique sur des lignes de tri ou des choses comme ça. Voilà la différence avec ce qu'on peut voir sur certaines émissions à une époque de télé, notamment de télé-réalité, où en fait on avait l'impression de voir la nuit. En fait, c'était des caméras à intensification de lumière, ce qui fait qu'en fait ils envoyaient un peu de lumière et les caméras, alors typiquement dans l'infrarouge proche, et du coup on voyait l'image, mais c'était pas de l'infrarouge au sens où c'était eux qui émettaient de la lumière, mais vraiment de la réflexion. Comme si c'était un imageur normal avec de la lumière qu'on voit pas, mais c'était pas la température des gens. Donc c'est pas du tout les mêmes technos, c'est pas du tout les mêmes applications à la fin. C'était un peu voilà. Je sais pas si vous avez des questions ou pas. Et si vous voulez vous approcher, je pense qu'il n'y a pas de souci. Merci. Donc on a eu un effet démo, c'est normal, un grand classique. Donc là, on ouvre aux questions.
En fait, je vous entends pas. Ce que je vais faire, c'est encore mieux. Sur la dernière caméra là, que vous avez présentée, vous êtes capable de différencier les flux d'air? C'est-à-dire que si je respire, je dégage une température? Oui, alors, en fait, ce qui va se passer sur cette caméra-là, en fait, ce que vous allez voir si vous respirez, vous allez voir quand vous respirez l'effet du refroidissement au niveau de votre bouche, et quand vous allez expirer, vous allez voir l'effet de l'échauffement au niveau de votre bouche, mais vous n'allez pas voir l'air. Vous pouvez vous approcher et essayer, ça marche très bien. Et c'est sensible à... Alors, ce que j'ai pas dit, cette caméra-là, elle est sensible à 30 millidegrés. C'est celle-ci là, c'est celle-ci. Donc en fait, il faut que je fasse la mise au point. Si vous approchez, approchez-vous devant. Non, voilà. Voilà. Et là, si vous respirez, ça va être noir et ça va réchauffer. Il faudrait... Parce que là, vous regardez... Ah, faut que... Ouais. Tu veux pas faire le cobaye? Voilà. Tu respires fort et tu souffles fort et tu verras et vous verrez que en fait ça va se noircir et avec la bouche c'est plus simple. Ouais. Voilà. Voilà. Mais après là, en fait, le capteur il est réglé pour voir la scène en entier. Si on veut s'amuser à zoomer sur des températures et des variations comme ça, on vient en fait changer les paramètres de sorte à se dire en fait on veut aller voir des changements de température de tel ordre de grandeur et du coup on vient paramétrer ces choses-là. Voilà. Ouais, souvent c'est utilisé entre 20 et 30 degrés, mais on peut aller un peu au-delà, à 40 assez facilement, de 10 à 40, ouais, c'est pas vraiment... Alors les hautes températures, on va utiliser... Ah bah ça y est, ça, voilà, elle a voulu redémarrer. Voilà. Donc si tu peux... En fait, les hautes températures, ça serait plutôt avec celle-ci, justement. Celle qui est en dessous, et celle-là, elle va commencer à être sensible à partir de 100 degrés. Si vous chauffez quelque chose... Enfin, une plaque chauffante, typiquement, vous la verrez de la même manière que vous voyez ça. Vous verrez là, à ce niveau-là. Ici, là, c'est que de la lumière réfléchie du soleil, en fait, qui nous arrive. Et donc c'est pour ça que si j'ai pas de lumière du soleil, je suis un peu embêté. La lumière artificielle marche pas tout. Il faut de l'halogène, il faut de la chaleur. Et du coup, à ce niveau-là, on pourrait. Et là, du coup, oui, c'est ce que je vous disais. En fait, on voit à travers l'eau. On voit pas à travers l'eau, mais on voit à travers le plastique. Donc là, typiquement, c'est ce qui se passe voilà, en faisant comme ça. Si en plus on avait de l'huile au-dessus, on verrait la différence entre l'huile et l'eau. Donc en gros, l'idée, c'est de, si vous avez une idée d'application, quelle qu'elle soit, qui peut être adressée par l'imagerie, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient avec tous les capteurs et on regarde ce que ça donne sur toutes les longueurs d'onde, parce que des fois, on a des surprises, on ne s'attend pas à avoir tel et tel résultat avec tel ou tel capteur. On s'imagine qu'on peut tout faire avec du visible ou de l'infrarouge, puis en fait, on s'aperçoit qu'avec une gamme qu'on n'avait pas envisagée, on a des résultats qui sont super pertinents et qui améliore grandement les infos, enfin les traitements qu'on peut faire derrière ou les choses comme ça. En fait, on pense qu'on peut vraiment apporter beaucoup en fusionnant les données des différents capteurs. Mais pour fusionner, il faut que tout marche ensemble, il faut qu'on regarde la même scène. Et c'est ça qui est compliqué, et si on veut le faire au niveau industriel sans compétences particulières, ça prend des mois. Pour information, cette plateforme est opérationnelle depuis début de l'année et ça a mis 2 ans à se développer. Bon, il y a le Covid, faut être honnête, mais c'est pas facile à faire. Oui, je vous amène le micro. Moi, j'ai des questions d'ordre pratique. Si jamais on est intéressé par longueur d'onde, vous fournissez les caméras ou comment ça se passe ? Alors nous, on fournit le service, on fait le test, et à partir du moment où vous avez sélectionné ce qu'on pense être bon, on vous met en contact, soit via Captronic, soit directement avec les fournisseurs pour le faire. On peut vous aider aussi là-dessus, mais ce qu'on présente ici, c'est juste l'offre de service qui vient de System-Lab. Avec les caméras que vous avez ? Avec les caméras qu'on a. Et si on veut rajouter une autre caméra, aujourd'hui,
c'est pas prévu parce qu'on travaille avec des fournisseurs qui sont les fournisseurs de l'IRT. Par contre, rien n'empêche de piloter la caméra à côté si vous la gérez, si vous n'avez pas de problème avec, et que nous, en même temps, on pilote System Lab. D'autres questions? Ça répond à votre question? Ouais, c'était ça. La question qui fâche, le ticket d'entrée, c'est combien? À votre avis? La base de la base, c'est 5 kg €. C'est juste pour, on arrive, on regarde, on fait un coup de sonde, on fait les mesures, on a bien entendu défini avant, on fait le rapport et on arrive. Si par contre il faut faire des études un peu plus poussées, s'il faut construire des... Parce qu'on est dans un système d'innovation ouverte, donc s'il faut construire des trucs spéciaux pour les fixations, ce genre de choses, ben en fait ça se fait à la demande. Je suis un ancien du Leti, hein, pour ça que je connais bien. Est-ce que vous, au niveau traitement d'image, derrière, si on demande un algorithme, par exemple, faire de la moyennage de pixels, des choses comme ça? Alors, on a un premier niveau de traitement. Dans les 5 kg €, en fait, on analyse le besoin, on vient, on fait les images avec tout. Après, il y a un premier niveau de traitement. En fait, on est en train de s'associer avec une société dont c'est le métier, qui fournit un espèce de Photoshop du traitement d'image. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. J'en connais, oui. Voilà, IPSDK pour ne pas le citer. Et du coup, en fait, on va avoir cette possibilité de faire un traitement. Alors, on ne va pas aller faire du traitement au sens embarqué ou très performant, mais on va faire un premier jet de se dire, oui, effectivement, on arrive à sortir telle et telle information, telle et telle image, l'intérêt de chaque longueur d'onde pour l'application. Et après, ça s'arrête un peu là au niveau du ticket d'entrée, comme il disait, et après, on passe sur autre chose. Et s'il y avait, après, ça peut aboutir à... C'est souvent pour sortir une information du bruit, faire par exemple du Moyen-Âge, des choses comme ça. En fait, on peut faire des cubes d'images. Donc on les enregistre, après on en fait un peu ce qu'on veut, quoi. Voilà. Mais oui, c'est possible. D'accord. Ok. On peut même aussi faire du HDR. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on peut mettre plusieurs caméras du même type. Donc typiquement, avoir deux caméras de la même longueur d'onde avec des paramètres différents pour voir des choses différentes. Donc typiquement, genre la température du visage et en même temps faire un focus sur ce qui se passe au niveau de la bouche, par exemple. Enfin, ça peut être l'idée. Pour faire de la stéréo ou que sais-je. Bon, je vous rejoins effectivement pour 5 000 €, pour avoir pas mal mis de choses déjà, quand je faisais ma thèse au Leti. Quand on sait le temps qu'il faut, effectivement, quand on approvisionner une caméra, la synchroniser, quand on a surtout plusieurs caméras synchronisées, je connais le temps qu'il faut et franchement, c'est bien. Oui, voilà. non, mais Je pense qu'il peut être content, c'est un des experts qui l'a fait. On peut si je pouvais l'applaudir, je le ferais, mais j'ai un micro. Donc la je le fais pas. complexité des choses, c'est d'arriver à les faire dialoguer au niveau software. C'est vraiment, vraiment compliqué. Il n'y a rien de vraiment compatible à la base. Et en fait, c'est pour ça que ça a pris un peu du temps. Après, la partie hardware, pour synchroniser toutes les choses, elle était plus facile, entre guillemets. Il fallait juste avoir la bonne chose. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, quoi. J'ai une question technique très précise sur les limites en termes de bande passante, c'est-à-dire de capacité d'analyse de phénomènes transitoires extrêmement courts, type, on va dire, arc électrique. Oui. Est-ce que vous avez peut-être déjà, alors j'imagine que ça peut être confidentiel, comme vous l'aviez dit, est-ce qu'il y a déjà des applications potentielles là-dedans et donc, que dire des bandes passantes respectives des différents systèmes qui ne sont forcément pas les mêmes? Alors, à ce niveau-là, au niveau de l'infrarouge lointain, on est à 30 images secondes max. C'est pas tant l'électronique que la façon de capter l'information au niveau lumière. Et là, on est à 30 images. On pourrait avoir la possibilité de monter à 60.
en ayant le dernier capteur qui va sortir, on d'ici pas tard, mais je veux rien dire. Ici, on est plutôt aux alentours de 200 images secondes. Mais après, il faudrait voir la gamme de température. Qu'est-ce que ça sort comme information au niveau arc électrique? Est-ce que c'est pertinent ou pas? Le plus intéressant, peut-être, c'est celui-ci. Ou celui-là, il n'y a pas vraiment de notion de bande passante au sens d'image. Et en fait, on pourrait faire un flash Enfin, on pourrait voir. Je pense que ça serait intéressant. Ici, on est jusqu'à 120 images secondes. Et là, c'est pas du tout pertinent pour ce qu'on veut faire. Et là, c'est assez lent, en fait. Ça va pas très vite. Et puis, c'est pas pertinent. Après, ce qui est sûr, c'est que si on veut regarder ça, potentiellement, si on veut maximiser les choses au niveau structure du système, on en mettra une. On ne pourra pas toutes les mettre en même temps en pleine vitesse. Parce que ça poserait, je pense, un problème de bande passante. Par contre, on pourrait s'amuser à avoir 2 ordi, synchroniser quand même à l'extérieur si on avait besoin, et enregistrer ça de manière la plus rapide possible. Mais j'imagine que c'est des temps courts, donc on est capable de les enregistrer. Je ne sais pas si vous maîtrisez le moment où vous générez les arcs, et dans ce cas-là, c'est assez. On peut synchroniser la prise d'image avec la génération de l'arc si vous savez le piloter, par exemple. Et du coup, on peut mettre tout en même temps. Ouais. Ok, je vous remercie. Voilà. Après, en fait, ce qui est dit pour celui-ci, c'est l'équivalent de 2000 frames par seconde. Voilà. Bon. On parle d'événements et on parle de 10 à 100 000 événements par seconde. Un événement, c'est un pixel qui change. Et du coup, ça dépend de la longue de vue, de la taille par rapport à l'image de l'événement. Donc, c'est assez difficile à répondre exactement à votre question. Mais ça me paraît le truc le plus pertinent. Mais c'est typiquement là où, en fait, on est à la limite de la technologie, on ne sait pas. Et ça vaut le coup de tester, en fait. Merci en tout cas, et merci pour les échanges. Merci.